Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter l'exercice 11 et on va donc terminer la série numéro 1. Bon, j'ai déjà donné la définition d'un G delta et d'un F sigma, donc je la rappelle ici rapidement. Voilà. Soit X est un espace métrique et A une partie de X, on dit que A est un G delta si A est une intersection dénombrable d'ouverts de X. Autrement dit, s'il existe une suite Vn d'ouverts de X, telle que A égale l'intersection des Vn. On sait qu'une intersection dénombrable d'ouverts n'est pas nécessairement un ouvert. Une intersection dénombrable d'ouverts est appelée un G delta, ce qu'on appelle un G delta. Okay. La suite Vn peut être, ça c'est très important, la suite Vn peut être choisie décroissante. Bon, parce que la suite Vn n'est pas nécessairement unique. Donc, parmi les suites qui vérifient ceci, qui vérifient cette égalité, il y en a qui sont décroissantes. Bon, pour construire une telle suite à partir de la suite Vn, c'est très simple, il suffit de poser au k égale l'intersection de k égale 1 à n, vk, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ce genre de raisonnement est très fréquent en intégration. Okay. Donc, pour passer d'une suite quelconque à une suite décroissante ou d'une suite quelconque à une suite décroissante. Bon, pour passer à une suite décroissante, on pose au k égale l'intersection de k égale 1 à n, vk. C'est une suite décroissante d'ouvert parce qu'une intersection finie d'ouvert est un ouvert. Et le fait qu'il est décroissante, c'est immédiat. De plus, on a l'intersection de Vn égale l'intersection de On. Ça aussi, c'est immédiat. Donc, A égale l'intersection de Vn égale l'intersection des On. Donc, on peut toujours choisir, lorsque A est un G delta, on peut toujours choisir une suite décroissante d'ouvert de X telle que A égale l'intersection des On. Bon, l'exemple, je l'ai déjà donné la dernière fois. OK, remarque importante. Tout ouvert de X est un G delta, bien sûr. Il faut prendre ici, il suffit de prendre Vn, c'est V. C'est une suite constante, Vn égale V. Hein? Donc A égale, V, pardon, égale l'intersection de, si V est un ouvert, de X, alors on peut prendre Vn égale V, quel que soit n. Donc V égale l'intersection des Vn. Donc tout ouvert est un G delta. On va montrer bientôt que tout ouvert est aussi un F sigma. Deuxième définition d'un... Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'excuse. Bon, on dit que A est un F sigma, c'est A est une réunion dénombrable de fermées de X. Hein? Autrement dit, s'il existe une suite Fn de fermées de X, telle que A égale la réunion des Fn. Bon, on sait aussi en topologie que toute réunion dénombrable, une réunion dénombrable de fermées n'est pas nécessairement un fermé. C'est ce qu'on appelle un F sigma. Un F sigma, c'est tout simplement une réunion dénombrable de fermer. Cette réunion, bien sûr, c'est cette suite qui n'est pas nécessairement unique. Bon, parmi les suites qui vérifient cette condition A égale la réunion, il y en a qui sont décroissantes. Bon, on peut former une suite décroissante à partir d'une suite quelconque, Fn de fermée, en posant, bien sûr, An égale la réunion de K égale 1 à N, Fk, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Bon, il est clair que Kn est un fermé parce qu'une réunion fermée de fermée est un fermé. Une réunion finie, pardon, de fermée est infermée. La suite Kn, bien sûr, elle est croissante et on a de manière évidente A égale la réunion des Fn égale la réunion des Kn. Donc, on peut toujours choisir la suite Fn de telle manière qu'elle soit décroissante. Ce genre de raisonnement est très fréquent en intégration, okay, pour se ramener d'une suite quelconque à une suite croissante. On remarque, tout fermé de X est un F sigma. Bon, pourquoi c'est un F sigma? Il suffit de prendre dans la si f est infermé, il suffit de prendre Fn égale F. Tout simplement, la suite constante. Fn égale F. Alors, F égale la réunion des Fn. Donc, c'est une réunion dénombrable de fermé. Donc, c'est un F sigma. Donc, tout fermé est un F sigma. Donc, voilà pour les rappels. Passons à la première question. Qu'est-ce qu'elle dit, la première question? Pour question A, montrer que tout fermé est un G delta et que tout ouvert est un F sigma. Donc, on va choisir un fermé. Voilà. Soit F un fermé. Le F, qu'est-ce qu'il fait ici? OK. Soit F un fermé de X. OK. Bon, on distingue les cas. F égale vide, F différent de vide. Vous allez voir pourquoi. Donc, si F égale le vide, alors F, c'est l'intersection des Vn, puisque F, c'est un fermé. OK. Donc, F, c'est l'intersection des Vn. OK. Ou Vn égale le vide. Donc, c'est une intersection dénombrable
de fermé. Donc, c'est un d'ouvert, pardon. C'est une intersection dénombrable d'ouvert. Le vide est un ouvert, et c'est aussi un fermé, bien sûr, mais c'est un ouvert ici. Okay, donc, c'est une intersection dénombrable d'ouvert. Donc, F, dans ce cas, si F égale le vide, c'est un G delta. C'est trivial. Okay, c'est une intersection d'ouvert. Donc, si F maintenant est différent de vide, on considère l'application phi définie de x vers R qui a x associé, phi de x égale dxf. Je vous ai donné cette indication dans la dernière vidéo. Je vous ai demandé de considérer cette application. L'application qui a x associé, dxf. Bon, bien sûr, cette application est définie si f est différent de vide. Okay, c'est pour ça qu'on a distingué le cas f égale le vide, qui est un cas trivial, et f différent de vide. Donc, on sait que cette application-là est une application continue, elle est même lipschitzienne. Bon, bien sûr, par définition, dxf, c'est la plus petite distance de x aux éléments de f. C'est l'inf des distances de x à f. Donc, par définition, dxf, c'est comme pour le cas de Rn. Donc, dxf, seulement il suffit de remplacer la norme par d. Donc, dxf, c'est l'inf des distances de x à a. X est temps fixe, et a, il varie dans grand F. Donc, si vous voulez, c'est la plus petite, hein, c'est l'inf des distances de x aux éléments de f. Ceci pour tout x appartient à x. Donc, on sait que cette application, que c'est une application qui est continue, qui est même lipschitzienne. Ok. Bon, une démonstration rapide, si vous voulez, pour rafraîchir la mémoire. Là. Donc, pour montrer qu'il est lipschizien, je considère x, y appartenant à x et a appartient à f quelconque. Alors, on a dxf par définition, c'est l'inf des dxa. Donc, avec a appartient à, bien sûr, à f. Donc, quel que soit a appartient à f, dxf est plus petite que dxa, puisque c'est l'inf. Et là, j'applique l'ingénie triangulaire. Donc, j'intercale le y. Donc, c'est inférieur ou égal à dxy plus dy. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu ici, hein? Quel que soit a appartient à f, dxf est inférieur ou égal à dxy plus dy. Donc, regardez le début et la fin, ici. Voilà, c'est une constante, il ne dépend pas de a. X étant fixé, ok? X et y fixé. Donc là, c'est une constante, il ne dépend pas de a. Là, ça dépend de a, bien sûr. Donc, on passe à la borne inférieure sur a. Donc, on aura dxf inférieur à la borne inférieure de cette expression. Mais la borne inférieure de cette expression, c'est dxy plus la borne inférieure de cette expression. Parce que dxy ne dépend pas de a. On sait que l'inf de alpha plus f de x égale alpha plus l'inf de f de x. Okay, lorsque alpha est constante. Même chose pour la borne supérieure. Sup de alpha, alpha constante, sup de alpha plus f de x, bien sûr, x décrit un ensemble x, c'est alpha plus sup de f de x. Là, vous avez une constante ici, elle ne dépend pas de a. A, c'est la variable, si vous voulez, parce qu'on va passer à la borne inférieure sur a, sur petit a. Lorsque a décrit grand f. Sorry. C'est pas un problème. Donc, si on passe à la borne inférieure, j'aurai donc cette constante, dxf, hein, égale dxy plus l'inf sur a appartient à f de dya, c'est-à-dire dyf ici. Donc, vous obtenez dxf inférieur ou égal à dxy plus dyf. Et on fait passer dyf de l'autre côté. Bien sûr, on a le droit parce que ça, c'est un nombre positif, c'est un nombre réel, positif. Revenons à la définition. Regardez, cet ensemble est minoré par 0. 0 est un minorant de cet ensemble. Donc, oui, il est non vide, bien sûr. C'est un ensemble non, puisque f est non vide. Donc, c'est un ensemble non vide, minoré. Donc, il admet une borne inférieure. La borne inférieure appartient à R plus même ici, parce que 0 est un minorant. Donc, on fait passer dyf de l'autre côté, on obtient alors dxf moins dyf inférieur ou égal à dxy. Bon, en échangeant les rôles de x et y, hein, si on échange les rôles de x et y, vous obtenez dyf moins dxf inférieur ou égal à dyx. Et dyx, c'est dxy. Donc, ça veut dire que la valeur absolue de dxf moins dyf est inférieure à dxy, quel que soit xy appartient à f. Donc, l'application phi est une application objective, est une application lipschitzienne de rapport 1. Okay, donc, il est continu. Voilà. Donc, notre application phi, cette application-là, est une application continue. N'oublions pas notre but. Nous voulons montrer que f, grand F qui est un fermé, est un G delta, c'est-à-dire une intersection dénombrable d'ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va poser Vn égale l'ensemble des x appartient à x, tel que la distance, c'est que la distance de x à f est inférieure strictement à 1 sur n. Il faut mettre ici strictement pour que ça soit un ouvert. Hein. Parce
que si vous mettez inférieur ou égal, c'est un fermé. Sachant que ça, c'est phi de x. Donc là, vous obtenez l'image réciproque d'un ouvert. C'est l'image réciproque par phi de l'intervalle moins l'infini 1 sur n. Phi étant une application définie de x vers r. Donc cet ensemble Vn, c'est phi moins 1 de moins l'infini 1 sur n. OK, ouvert, bien sûr. C'est pour ça qu'on a mis ici inférieur strict. Comme moins l'infini 1 sur n est un ouvert de R, et phi continue sur x, donc son image réciproque est un ouvert de x. Donc cet ensemble-là, Vn, est un ouvert de x. Bien sûr, il est clair que Vn contient f. Parce que si x appartient à f, la distance de x à f, c'est 0. OK. La distance de x à f, c'est 0. Donc, il est strictement inférieur à f. À 1 sur n, pardon. Donc, f, il est contenu dans Vn. Vn, c'est même une suite décroissante. Il est décroissante, il va décroître vers f. Ce qu'on va montrer, que l'intersection de Vn, c'est f. Alors, Vn est un ouvert de x. En montrant que f égale l'intersection des Vn. Donc, pour tout x appartient à x, on a x appartient à l'intersection des Vn, ça signifie que quel que soit n supérieur ou égal à 1, x appartient à Vn. OK? Donc, ça veut dire que dxf est inférieur à 1 sur n, quel que soit n supérieur ou égal à n. Mais ça, c'est équivalent à dxf égale 0, c'est évident. Parce que si vous avez ça, hein, c'est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 1 sur n, quel que soit n. Donc, la règle des gendarmes, la règle d'encadrement, ça entraîne que dxf égale 0. Si dxf égale 0, c'est clair que vous avez dxf inférieur à 1 sur n, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, ça ne pose aucune difficulté ici. L'équivalence est évidente. Donc, dxf inférieur à 1 sur n, quel que soit n supérieur ou égal à 1, c'est équivalent à dxf égale 0. Et on sait que dxf égale 0, ça signifie que x égale f bar. Or, f est un fermé, donc f bar égale f. Donc, on a montré que x appartient à l'intersection des Vn, équivalent à x appartient à f. Donc, f égale l'intersection des Vn. OK? Il faut essayer de refaire l'exercice sur l'application phi que vous avez vu en deuxième année, je crois en S3. Hein? Donc, on a montré que f est un G delta. Pour un ouvert, montrons qu'un ouvert, tout ouvert est un f sigma. Donc, soit V un ouvert de x. Bien sûr, on ne va pas reprendre un raisonnement similaire. Donc, il suffit de passer au complémentaire. Hein. Donc, si V est un ouvert, son complémentaire est un fermé. Donc, c'est un fermé. Donc, on vient de voir que tout fermé est un G delta. OK? Donc, VC, qui est un fermé, pour ce VC-là, qui est un fermé, il existe une suite Vn d'ouvert de x, c'est que VC égale l'intersection des Vn. Et on passe au complémentaire des deux côtés. Donc, on obtient V égale la réunion des VNC. Or, Vn est un ouvert, donc VNC est un fermé. Donc, on a montré que V est une réunion dénombrable de fermés. Hein? OK? Par suite, V est un F sigma. Donc, vous voyez, c'est une conséquence immédiate de ce qui précède. Donc, passons à la question B. Qu'est-ce qu'elle dit, la question B? Bon, on considère la famille A formée par les parties de X qui sont à la fois un G delta et un F sigma. Donc, A appartient à A. Bon, ça veut dire que A est un G delta, c'est-à-dire une intersection d'ouvert, une intersection dénombrable d'ouvert et une réunion dénombrable de fermés. Pour montrer que A est une algèbre. Donc, soit à cette famille, bon, le vide appartient à A, c'est clair, parce que le vide, c'est un ouvert et c'est un fermé. Hein? Et on a vu que, on vient de montrer que tout ouvert est à la fois un G delta et un F sigma. Et tout fermé est à la fois un G delta et un F sigma. D'après la démonstration précédente et d'après les remarques dans les rappels précédents. OK? Donc, le vide étant un ouvert, par exemple, donc c'est un ouvert et c'est un fermé, donc, ou si vous voulez, juste d'après le raisonnement précédent, parce que le vide est un ouvert, et c'est un fermé, donc c'est un F sigma, c'est un G delta. OK? Donc, il appartient à A. Voilà. Soit maintenant A et B appartenant à A. Donc, A, c'est un G delta, donc c'est une intersection d'ouvert, c'est un F sigma, donc c'est une réunion de fermé. De même pour B. B est une intersection d'ouvert, c'est une réunion de fermé. Hein? Où Vn, On sont des ouverts de X, Fn et Gn sont des fermés de X pour tout n. Bon, par suite, on a A union B. A union B, bon, je veux montrer ici que A est un G delta, c'est-à-dire que c'est une intersection d'ouverts. Donc, il faut utiliser les ouverts Vn et les ouverts On, bien sûr.
Donc, il faut utiliser cette intersection et cette intersection. Donc, A union B, c'est l'intersection sur n supérieur ou égal à 1 de Vn, union l'intersection sur m supérieur ou égal à 1 des OM. Bon, il faut prendre des indices différents. Attention, il faut prendre des indices différents et après, regardez si on peut prendre le même indice. OK? Mais au début, prenez des indices différents. Bon, comme ici, ce n'est pas l'intersection. Si vous mettez l'intersection m supérieur ou égal à 1 au n, c'est correct. Mais il faut faire attention. Cette réunion, ce n'est pas l'intersection sur n supérieur ou égal à 1 de Vn union ON. C'est faux. Hein? C'est l'intersection sur n et m, double indice, supérieur ou égal à 1 de Vn union OM. Là, je vais vous montrer une chose ici. Regardez cette intersection qui est formée par deux parenthèses. Hein. C'est une réunion de deux intersections. Hein? V1, V2, union O1, inter O2. Donc, comme si on a pris ici, à partir de V3, c'est X, et à partir de O3, c'est X. Donc, si on ne fait pas attention, on va voir, regardez, je reviens ici. Si on met A union B ici, c'est l'intersection sur N supérieur ou égal à 1 de Vn union ON, le même indice. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On va obtenir ceci. C'est-à-dire pour n égale 1 et n égale 2. Donc on obtient V1 union O1, inter V2 union O2. Bon, ça c'est faux. Il est clair que cette réunion d'après la distributivité de la réunion d'après l'intersection, c'est tout ça. OK? Donc vous avez le cas n égale 1, m égale 1, n égale 2, m égale 2, n égale 1, m égale 2, n égale 2 et m égale 1. Donc c'est une intersection sur m et n, variant de 1 jusqu'à l'infini. Donc attention. Donc c'est cette réunion, c'est l'intersection sur nm supérieur ou égal à 1 de Vn union am. Bon, pour la justification de cette égalité, l'inclusion directe est immédiate, c'est-à-dire A union B est inclus dans cette intersection, ça c'est évident, ok? A union B est inclus dans cette intersection, c'est immédiat. C'est l'inclusion réciproque qu'il faut justifier, c'est-à-dire il faut montrer que cette intersection est incluse dans A union B. Donc si X appartient à cette intersection, ça veut dire que quel que soit N, quel que soit M, quel que soit Nm supérieur ou égal à 1, X appartient à Vn union OM. C'est-à-dire quel que soit Nm supérieur ou égal à 1, X appartient à Vn ou X appartient à OM. Là voilà, c'est étoile. Donc, quel que soit n, m supérieur ou égal à 1, x appartient à l'un des deux. Au moins, x appartient à Vn union ou x appartient à OM. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que x appartient à la réunion. C'est-à-dire que x appartient à cette intersection ou x appartient à cette intersection. Bon, supposons que x n'appartient pas à A. Bon, s'il n'appartient pas à A, il va appartenir à B. S'il n'appartient pas à B, il va appartenir à A. Donc, supposons que x n'appartient pas à A. X n'appartient pas à A, ça veut dire que x n'appartient pas à cette intersection. Donc, ça veut dire qu'il n'appartient pas à l'un des Vn. Donc, ça veut dire qu'il existe N0. Donc, si X n'appartient pas à A, il existe N0 supérieur ou égal à 1, tel que X n'appartient pas à Vn0. OK? Donc, je reviens à étoile. X, il n'appartient pas à Vn0. Donc, je reviens à étoile et je prends N égale N0 ici. Pour N fixé égale N0. Donc, j'aurai, quel que soit M supérieur ou égal à 1, j'ai X. Cette assertion est vraie, bien sûr. Mais X n'appartient pas à Vn0. Donc il appartient nécessairement à OM. Sinon, cette assertion serait faux. Okay? Puisque X n'appartient pas pour N égale N0, fixé. Alors, quel que soit M supérieur ou égal à 1, X appartient à OM. Parce que si X n'appartient pas à OM, cette assertion est fausse. Cette assertion est fausse, donc cette assertion est fausse, ce qui est absurde parce que l'étoile est vraie. OK? Donc, si X n'appartient pas à A, il existe N0 tel que X n'appartient pas à Vn0, et d'après étoile, on a quel que soit M, X appartient à OM. Donc, X appartient à l'intersection de OM qui est égale à B, et qui est contenue bien sûr à A union B. De même, si X n'appartient pas à B, on aura X appartient à A, qui est inclus dans A union B, donc X appartient à A union B, d'où l'inclusion, d'où même l'égalité, hein, avec un double indice bien sûr. Bon, comme Vn union OM est un ouvert, parce que une réunion finie d'ouvert est un ouvert. Donc là, vous obtenez une intersection d'innombrables d'ouverts. Donc A union B est un G delta. Hein? Alors A union B est un G delta. Reste à montrer que A union B est un F sigma, parce qu'on veut montrer que A est une algèbre, bien sûr. Donc il faut montrer que A union B est un G delta et A union B est un F sigma, c'est-à-dire A union B appartient à A. Bon, d'autre part, pour la réunion, c'est plus simple. A union B, c'est la réunion, union, la réunion. Là, je peux mettre les indices, le même indice.
C'est pas grave ici, parce que vous avez la réunion partout. Union, union, union. Hein. Donc, c'est la réunion sur n supérieur égal à 1 de Fn union Gn. Vous pouvez mettre ici n et m si vous voulez, mais c'est la même chose. Hein. N et m supérieur égal à 1 de Fn union Gm, c'est cette réunion-là. Parce que là, vous avez tous les Fn et tous les Gn. Donc, inutile d'utiliser le double indice ici. Donc, Fn union Gn est un fermé, parce que c'est une réunion finie de deux fermés. Donc là, vous avez une réunion dénombrable de fermés. Donc, ça veut dire que A union B est un F sigma. C'est un F sigma, c'est pas F delta ici, je m'excuse, c'est une erreur. Donc, A union B est un F sigma ici. OK? Donc, on a montré que A union B est un G delta et un F sigma. Donc, il appartient à A. Reste à montrer que A est stable par passage complémentaire. Bon, si on passe au complémentaire dans l'expression précédente de A, vous aurez alors AC, c'est la réunion sur n supérieur à 1 des VNC. En passant complémentaire, l'intersection devient une réunion et la réunion devient une intersection, bien sûr, des complémentaires. Vn est un ouvert, donc VNC est un fermé. Donc là, vous avez une réunion dénombrable de fermés. Donc AC est un F sigma. Intersection, bon, Fn est un fermé, donc FNC est un ouvert. Donc là, vous avez une intersection dénombrable d'ouvert. Donc ça veut dire que AC est un G delta. Donc on a montré ici que AC est un G delta et un F sigma. Donc AC appartient à A. Bon, par suite, A est une algèbre. Bon, passons à la question C. La question C, c'est la dernière. Soit O, la classe des ouverts de X, c'est-à-dire la topologie de X. O, c'est la topologie de X. C'est l'ensemble de tous les ouverts. Et F, c'est la classe de tous les fermés de X. Un fermé de X, c'est le complémentaire d'un ouvert de X, bien sûr. Donc, F, il est formé par les complémentaires des éléments de O, bien sûr. Bon, on va montrer ici un résultat important qui dit que la trio borélien de X, c'est la classe monotone engendrée par la classe des ouverts. C'est aussi la classe monotone engendrée par la classe des fermés. Hein? On sait que Bx, c'est la tribu engendrée par les ouverts. C'est aussi la tribu engendrée par la classe des fermés. Mais là, on va montrer que la trio borélienne, c'est la classe monotone engendrée par les ouverts. Et c'est aussi la classe monotone engendrée par les fermés. Donc, soit O la classe des ouverts de X, c'est-à-dire la topologie de X, et F la classe des fermés de X. Il est clair d'après A, d'après la question A, que O est inclus dans A. Parce qu'on a montré que tout ouvert est un F sigma. Et un ouvert, c'est déjà un G delta. D'après l'une des remarques dans le rappel. Okay. Un ouvert, si on prend un élément ici, c'est un ouvert. On sait que tout ouvert est un G delta. Et on a montré dans la question A que tout ouvert est un F sigma. Donc, si je prends un élément de O, il est à la fois un G delta et un F sigma. Donc, il appartient à A. Même chose pour F. F, il est contenu dans A. Donc, ça, c'est d'après la question A. Et d'après, bien sûr, les rappels précédents. Donc, ces deux inclusions sont immédiates d'après la question A. Donc, vous avez O inclus dans A et F inclus dans A. De plus, on a A est inclus dans Bx. Pourquoi? C'est simple. Parce que si je prends un élément ici, un élément, c'est un G delta, c'est un F sigma. Donc, en particulier, c'est un G delta. Donc, c'est une intersection d'ouvert. Hein? C'est une intersection d'ouvert. Et un ouvert, c'est un borélien. Une intersection dénombrable de borélien est un borélien. Donc, chaque élément de A est un borélien, bien sûr, parce que c'est une intersection d'ouvert, c'est une réunion de fermés aussi, vous pouvez le voir comme ça. Donc, il est clair que A est inclus dans Bx. OK. D'autre part, A est inclus dans la classe monotone engendrée par la classe des ouverts ici. C'est la classe des ouverts ici. OK. En effet, si je prends un élément de A, hein, donc c'est un G delta. OK. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un G delta? Ça veut dire que c'est une intersection d'ouvert. Hein? C'est une intersection d'ouvert. Cette suite d'ouvert, je peux la choisir décroissante. Donc, ça veut dire qu'il existe une suite Vn décroissante, hein, d'ouvert, telle que A égale l'intersection de Vn. Hein? Or, Vn appartient à O, c'est un ouvert. Donc, il appartient à M de O. Donc, tous les Vn appartiennent à M de O. Et la suite Vn est décroissante. Donc, l'intersection appartient à M de O parce que M de O est une classe monotone. Une classe monotone, je rappelle qu'elle est stable par les suites décroissantes, par les intersections des suites décroissantes et les réunions des suites croissantes. Donc, je reprends ici rapidement. Si A appartient à A, hein, donc c'est un G delta et c'est un F sigma. En particulier, c'est un G delta. Un G delta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une intersection d'ouvert, dénombrable d'ouvert. Cette suite d'ouvert, je peux la choisir décroissante. Okay? Donc, il existe une suite Vn décroissante d'ouvert, telle que A égale l'intersection de Vn.
Or, Vn appartient à O, c'est un ouvert. Donc, il appartient à M de O, quel que soit n. Okay, et la suite Vn est décroissante. Et M de O est une classe monotone. Donc, l'intersection des Vn appartient à M de O. C'est-à-dire A appartient à M de O. Donc, la famille A est inclue dans M de O. De même ici, A est inclus dans M de F. Pourquoi? Parce que soit A appartient à F. C'est un G delta et c'est un F sigma. Donc, en particulier, c'est un F sigma. Parce que là, j'ai la classe des fermés. Donc, je prends un F sigma ici. Donc, en particulier, c'est un F sigma. Donc, c'est une réunion dénombrable de fermés. Cette suite de fermés, je peux la choisir croissante. Okay, donc, il existe une suite Fn croissante de fermés telle que A égale la réunion des Fn. Or, Fn, c'est un fermé, donc il appartient à F. Hein? Donc, Fn appartient à M de F. Okay? Parce que M de F est une classe, parce que c'est la classe monotone puisqu'il contient F, tout simplement. Or, la suite Fn est croissante et M de F est une classe monotone. Okay? Donc, la réunion des Fn appartient à F, c'est-à-dire A appartient à F parce qu'une classe monotone est stable par union croissante. Donc, il suffit juste d'appliquer les définitions. Ok. Donc, vous avez A inclus dans Bx, A inclus dans M de O, A inclus dans M de F, et vous avez O inclus dans A, F inclus dans A. Donc là, vous avez un encadrement. Regardez, vous avez O inclus dans A et A inclus dans Bx. Ok. Vous avez O inclus dans A et A inclus dans M de O. Hein? Vous avez F inclus dans A et A inclus dans M de F. Donc, vous avez trois encadrements. Vous avez l'explication ici. Hein, vous avez les explications ici. Donc, voilà les encadrements qu'on obtient ici. Trois encadrements. Voilà, vous avez O. Je mets ici O et Bx, parce que Bx est engendré par la classe des ouverts. Là aussi, puisque vous avez ici O, je mets O ici. Là, vous avez F. Hein, je mets F ici. Parce qu'on a aussi O inclus dans A, mais je choisis F, bien sûr, parce que c'est commode avec M de F ici. Donc, là, on passe à la tribu engendrée, au pluriel, on passe au tribu engendré. Donc, la tribu engendrée par O est inclue dans, c'est-à-dire sigma de O est inclus dans sigma de A, est inclus dans Bx, puisque Bx est déjà une tribu. Mais sigma de O, c'est Bx, donc vous aurez Bx égale sigma de A. Ouais. Là, voilà, Bx égale sigma de A. Ici, on passe aux classes monotones engendrées. Okay, donc, M de O est inclus dans M de A, est inclus dans M de O. Donc, j'ai M de O égale M de A. De même ici, on passe aux classes monotones engendrées. Donc, j'ai M de F inclus dans M de A, inclus dans M de F. Donc, j'ai M de F égale M de A. Donc, regardez, déjà j'ai M de O égale M de F égale M de A. Okay, les trois familles monotones ici sont égales. M de F égale M de O égale M de A. Or, A est une algèbre sur X. Et on a sigma de A égale M de A d'après le théorème des classes monotones. C'est un théorème très important. Le théorème des classes monotones dit que si vous avez une algèbre, alors la sigma algèbre engendrée par A coïncide avec la classe monotone engendrée par A. Donc la sigma algèbre ici engendrée par A, c'est M de A en fait. Okay, donc on a M de A partout. Donc Bx égale M de O égale M de F égale M de A. Voilà la conclusion. Merci pour votre attention et une autre vidéo, Inch'Allah.